Messieurs les lauréats du prix Nobel de physique 2019, Mesdames les anciennes présidentes de la Confédération, Madame la conseillère d'État de la République et canton de Genève, Madame la maire de la ville de Genève, Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Madame et Monsieur les députés genevois aux chambres fédérales, Madame la présidente de la Cour de justice, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame la vice-présidente et Messieurs les conseillers administratifs de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales genevoises, Madame et Messieurs les vice-recteurs de l'Université de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations fédérales, cantonales, municipales et académiques, Mesdames et Messieurs les membres des familles des lauréats du prix Nobel, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les habitants de Genève et de la région, bonsoir. C'est un jour de fête pour Genève qui célèbre ce soir l'exploit scientifique de Michel Mayor et Didier Queloz, deux astronomes de l'Université de Genève, auréolés du Nobel de physique presque 25 ans après leur découverte, et pas des moindres, la première exoplanète. Nous les entendrons pour la première fois depuis la réception de leur prix. C'est un beau cadeau qu'ils nous font ce soir. Durant 1 heure, nous reviendrons sur cette folle aventure, sur cette découverte qui a ouvert le champ des possibles et dont l'histoire a démarré ici, à Genève. Pour ouvrir les festivités, j'ai le privilège d'appeler sur scène Madame la vice-rectrice de l'Université de Genève, Brigitte Galliot. Mesdames, Messieurs, chers amis de la recherche scientifique, en tant que vice-rectrice en charge de la recherche à l'Université de Genève, j'ai le grand bonheur de vous accueillir ce soir au nom de l'Université afin de célébrer nos lauréats du prix Nobel de physique 2019, Michel Mayor et Didier Queloz. Dans ce rassemblement extraordinaire décidé par nos autorités politiques, au fond, quelle est l'importance de ce prix pour l'Université de Genève, pour nos chercheuses et nos chercheurs, pour nous toutes et tous, simples citoyens, simples citoyennes? Naturellement, la fierté de voir nos chercheurs récompensés et leur découverte pionnière reconnue, celle de l'observation de la première planète en dehors du système solaire. Cette découverte, immédiatement perçue comme fondamentale, fut rapidement confirmée par leurs pairs et 25 ans plus tard, nous savons que des milliers d'exoplanètes tournent et s'agitent là-haut, dans des territoires lointains et inconnus. Quant à l'université, elle accueille ce prix Nobel et l'immense prestige qui l'accompagne avec bonheur et intérêt. Avec intérêt, certes, car ce prestige renforcera sa présence déjà remarquable dans ces fameux classements de Shanghai, du Times ou d'ailleurs, qui, disons-le sans hypocrisie, participent à son succès et à sa renommée mondiale. Mais est-ce vraiment là le plus important? En toute honnêteté, je ne crois pas. L'université est un lieu, je devrais dire un creuset, un espace privilégié où les connaissances et le savoir sont produits et diffusés à travers nos activités indissociables de recherche et d'enseignement. Or, ce prix Nobel de physique montre de façon éclatante comment la recherche fondamentale doit être conduite par l'appétit scientifique, celui de poser de nouvelles questions, d'établir de nouvelles conditions expérimentales, ici grâce à l'imagerie et à la spectroscopie, de découvrir des horizons inconnus. Alors oui, notre institution a du bonheur ce soir à partager cet événement exceptionnel avec vous. Gaston Bachelard, modeste employé des télégraphes, puis enseignant en physique-chimie tout en devenant philosophe des sciences, écrivait en 1934 « L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. Et c'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, poursuit-il, toute connaissance est une réponse à une question. Et s'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit.
Près d'une centaine d'années plus tard, alors que nous nous sentons légitimes d'exprimer nos opinions à tout propos et à toute vitesse, cette vue de la démarche scientifique, qui, j'en conviens, ne s'applique probablement pas à tous les contextes, est à la fois humble et apaisante. Avant toute chose, prendre le temps de mûrir de bonnes questions. Et quelle magnifique question que celle de l'origine de la formation des planètes. Parfois, les découvertes issues de ces questions conduisent à des applications innovantes, souvent effectuées par d'autres chercheurs et d'autres chercheuses. Et la société en profite, ce qui est souhaitable. Mais l'université doit rester un lieu protégé où les idées fondées sur une curiosité éduquée prennent le temps de mûrir. Et les universitaires doivent inlassablement communiquer sur ce besoin de maintenir une recherche fondamentale rigoureuse et de qualité, conduite par la curiosité au bénéfice de notre société. C'est le rôle des citoyens et citoyennes, représentés par les hommes et femmes politiques qui, elles, se choisissent, de protéger de façon critique et exigeante, certes, mais de protéger ces lieux uniques de liberté, de pensée et de production du savoir que sont les universités. Au nom de toute la communauté universitaire, je voudrais remercier chaleureusement Michel Mayor et Didier Queloz pour les excellentes questions scientifiques qu'ils mûrissent depuis des décennies. Grâce à votre savoir, à vos intuitions, à votre curiosité, à un moment où ce domaine de l'astronomie n'était pas le plus en vogue, vous nous avez donné une magnifique démonstration du rôle des universités dans nos sociétés qui, alors que les équilibres humains et environnementaux sont menacés, doivent plus que jamais encourager l'appétit de comprendre. Pour terminer, et toujours puisant dans les mots de Gaston Bachelard, cet inlassable rationaliste romantique, j'aimerais également vous remercier, Michel Mayor et Didier Queloz, de nous avoir entraînés avec Pégase 51b dans une rêverie cosmique, un chemin poétique bien éloigné de la connaissance scientifique et pourtant si essentiel à notre humanité. À toutes et tous, je vous remercie d'être venus si nombreux et ce soir, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice. Elle était du voyage à Stockholm pour accompagner nos Nobel, la conseillère d'État Anne-Emery Torasinta. Cher Michel Mayor, cher Didier Queloz, mesdames et messieurs, chers amis, je crois qu'il y a peu de distinctions scientifiques aussi brillantes et aussi populaires que le prix Nobel. Et d'ailleurs, le nombre que vous êtes ici ce soir montre combien vous accordez de l'importance à ce prix. Et j'ai envie de dire, comme l'a rappelé la vice-rectrice aussi, que grâce à Michel Mayor et Didier Queloz, un peu de cette gloire mondiale rejaillit sur l'Université de Genève. Une université brillante, on l'a dit dans les classements, et c'est toute sa force, une université qui est certes importante dans le domaine scientifique, mais qui est aussi une université généraliste et qui permet à de nombreux citoyennes et citoyens de poursuivre leurs études. J'ai dans mon entourage beaucoup de personnes qui ont passé par notre université. Je peux vous dire que le 8 octobre dernier, lorsqu'on a su que nous avions 2 Nobel, eh bien tout le monde arborait un immense sourire, comme si un petit peu de cette force, un petit peu de cette joie rejaillissait sur l'ensemble de celles et ceux qui ont passé par notre université. Donc, au nom du Conseil d'État, un grand merci, messieurs les lauréats. Permettez-moi de vous dire aussi qu'en tant que chef du DIP, chef des écoles, j'ai une petite pensée particulière pour Didier Queloz parce qu'il a fait toute sa scolarité, depuis l'école primaire, le cycle d'orientation, le collège, puis l'université ici à Genève. C'est un pur produit de notre système de formation et c'est donc un bel encouragement pour nos jeunes. On entend parfois l'idée qu'au fur et à mesure des découvertes scientifiques, eh bien, on assiste à une espèce de désenchantement du monde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on comprend les choses, eh bien, tout ce qu'on avait cru être un peu magique, qui nous avait fait rêver, disparaissait. Au fond, la Lune ne nous fait peut-être plus rêver autant qu'avant, maintenant que l'être humain a pu la fouler. Si on regarde un orage ou autre, on sait que la foudre n'est plus la manifestation de la colère d'un dieu grec perché sur son Olympe, mais bien une réaction électrique. Et au fond, quand on étudie le cerveau de près, on y voit beaucoup de choses, mais au fond, pas véritablement des idées ou de l'âme.
Et pourtant, et la vice-rectrice l'a rappelé, la découverte que nous célébrons aujourd'hui nous offre au fond beaucoup d'occasions de rêver. L'émerveillement est de nouveau présent et on retrouve ce que les amateurs de science-fiction appellent le sense of wonder, l'émerveillement devant la profondeur et la richesse des étendues cosmiques. Et c'est bien là peut-être une des leçons à tirer de cette découverte, c'est que l'univers regorge encore de surprises propices à de nouvelles découvertes et surtout de nouvelles interrogations. De fait, l'existence des exoplanètes nous renvoie à des questionnements très anciens. Je pense par exemple aux réflexions d'un philosophe et scientifique français du XVIIe et du XVIIIe siècle qui s'appelait De Fontenelle, qui a écrit un livre qui s'appelait « Entretien sur la pluralité des mondes ». Et déjà à la fin du XVIIe siècle, il faisait dire ceci à la marquise qui s'interrogeait par rapport aux savants en demandant cela. « Notre Soleil a des planètes qui l'éclairent. Pourquoi chaque étoile fixe n'en aurait-elle pas aussi qu'elle pourrait éclairer ?» Et le savant de répondre « Quand le ciel n'était que cette voûte bleue où les étoiles étaient clouées, l'univers me paraissait petit et étroit. Je m'y sentais comme oppressé. Présentement qu'on a donné infiniment plus d'étendue et de profondeur à cette voûte en la partageant en mille et mille tourbillons, il me semble que je respire avec plus de liberté et que je suis dans un plus grand air, et assurément, l'univers a une toute autre magnificence. » Grâce à nos deux lauréats, notre univers, pour parler comme Fontenelle, a pris une toute autre magnificence. Et nous pouvons l'admirer à nouveau en rêvant à la pluralité des mondes et pourquoi pas à la possibilité d'une vie autre que celle que nous connaissons, quelque part sur une très lointaine planète. Mais si la science est une aventure qui nous porte à découvrir des pays inconnus, d'autres horizons, elle est aussi, il ne faut pas l'oublier, une leçon d'humilité, comme l'entrevoyait déjà Blaise Pascal dans ses pensées, en questionnant « Qu'est-ce que l'homme dans l'infini ?» Pas grand-chose, répondait-il, si l'on sait contempler la nature dans sa haute et pleine majesté. Et nous voilà, mesdames et messieurs, ramenés à nos justes proportions et, au fond, à notre responsabilité de terriens. Car si, en effet, nous pouvons rêver d'autres mondes potentiellement habitables, pour nous autres, les humains, ils sont si éloignés que, comme le disent régulièrement, et peut-être qu'ils nous le rediront ce soir, Michel Mayor et Didier Queloz, il n'y a pas d'autre lieu pour nous que la Terre. Notre avenir est bel et bien ici, et c'est maintenant, vous savez, qu'il se joue. Alors, pour l'importance de leur découverte, mais aussi pour la pertinence éthique de leurs travaux, Michel Mayor et Didier Queloz méritent notre plus grande estime. Bravo, messieurs, et merci. Merci, Madame la conseillère d'État. Depuis 1932, Genève décerne aux personnalités ayant contribué au rayonnement de cette ville, à la mettre en lumière, la médaille Genève reconnaissante. Vous me direz, nos Nobel 2019 ont avant tout permis de mettre en lumière non pas Genève, mais la planète Pégase 51b. Notre ville, parfois considérée comme une exoplanète du système planétaire confédéral, a donc décidé d'étendre ce critère, rien que pour eux. Et pour remettre cette médaille, j'appelle Madame la maire de Genève, Sandrine Salerno. Messieurs les lauréats, mesdames et messieurs, chers et chers amis, 51 Pégasi B, voici un nom étonnant, intriguant. J'aurais pu jusqu'à récemment l'associer à une position de bataille navale, je vous l'avoue, mais désormais, je sais quel est son sens. C'est le nom de cette première planète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, découverte en 1995 par le professeur de l'Observatoire de Genève, Michel Mayor, et celui qui était à l'époque son doctorant, Didier Queloz. Les scientifiques étaient nombreux alors à penser que des planètes devaient exister autour d'autres étoiles que le Soleil. Toutefois, aucune de ces planètes n'avait été détectée. Cette découverte, nous la devons, mesdames et messieurs, à deux astrophysiciens suisses que nous honorons ce soir. Michel Mayor et Didier Queloz conjuguent des qualités rares. Ils sont non seulement des pionniers, des scientifiques rigoureux, des hommes dotés d'une grande créativité, mais également d'une capacité à penser, à imaginer, à chercher hors des sentiers battus.
C'est sans doute ceci qui fait la différence. En 1995, il fallait être visionnaire et démesurément enthousiaste pour comprendre le potentiel des nouveaux instruments d'observation. Et puis, il fallait que cette première exoplanète se situe dans la constellation boréale de Pégase, symbole d'un appel à l'inspiration, du besoin de s'élever dans des solitudes célestes, du bondissement de l'âme que la pensée arrache au sol. Des qualités dont bénéficient Michel Mayor et Didier Queloz et qui leur ont permis d'entrer aujourd'hui dans le panthéon des scientifiques. Leurs travaux ont changé à tout jamais notre connaissance du monde. Cette découverte, véritablement astronomique, a en effet engendré une révolution et lancé le domaine de la recherche sur les exoplanètes, dont plusieurs milliers ont été détectés à ce jour. Ceux qui sont aujourd'hui les 33e et 34e Helvètes lauréats d'un prix Nobel auraient pu se contenter de cet incroyable résultat. Ils ont fait le choix inverse, en continuant de développer avec passion les instruments qui permettent de détecter les planètes extrasolaires. À 77 ans, Michel Mayor est ainsi toujours professeur honoraire à l'Université de Genève, tandis que Didier Queloz mène à la fois sa carrière à l'Université de Cambridge, où il enseigne la physique au sein du laboratoire Cavendish depuis 2013, et à l'Université de Genève, où il est le professeur au département d'astronomie depuis 2008. Cela est essentiel. Par leur engagement, ils permettent en effet que la connaissance se renforce et se diffuse à travers le monde. Mesdames et messieurs, chers lauréats, en remettant ce soir la médaille Genève reconnaissante aux professeurs Michel Mayor et Didier Queloz, la ville de Genève a souhaité à la fois rendre hommage au parcours exceptionnel et à l'engagement remarquable de ces deux scientifiques, mais également souligner leur rôle inestimable en tant qu'ambassadeurs de Genève au sein de la communauté scientifique internationale. Leur rôle est essentiel également en termes de transmission scientifique. Chacun d'entre eux a fait naître de nombreuses vocations qui nous permettront un jour d'explorer un peu plus l'évolution de l'univers et la place de la Terre dans celui-ci. C'est aussi dans cette optique que la ville de Genève a choisi de remettre ce soir la médaille Genève reconnaissante à l'Université de Genève. Il s'agit pour les autorités municipales d'honorer les qualités académiques et scientifiques de notre alma mater qui contribue largement au rayonnement de notre cité sur la scène internationale. Fidèle à sa longue tradition d'excellence et d'innovation, l'Université de Genève se distingue par la polyvalence de son enseignement, de sa recherche, son ouverture internationale et sa vocation humaniste. Figurant parmi les 100 meilleures universités du monde, avec un budget beaucoup plus mince que la plupart d'entre elles. L'attribution du prix Nobel de physique 2019 aux deux chercheurs de l'Observatoire de Genève illustre la qualité de la recherche au sein de l'université. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un ancien étudiant, chercheur ou professeur de l'université est mis en lumière sur la scène internationale, puisque cette institution a accueilli 13 récipiendaires du prix Nobel, 3 récipiendaires de la médaille Fields, ainsi qu'1 récipiendaire du prix Vautrin-Lud. L'Université de Genève est un lieu qui pense, qui agit, qui invente, dans un monde de l'immédiateté, des fake news, de la rapidité des flux, de l'impatience aussi. Elle offre les moyens aux chercheurs et aux chercheuses de construire leur savoir sur un temps long, une condition essentielle pour aboutir à des résultats tangibles, comme en témoigne le parcours des professeurs Michel Mayor et Didier Queloz. L'Université de Genève constitue un lieu ouvert sur la cité, un lieu de transmission, de vulgarisation du savoir, un lieu de débat et un lieu d'enrichissement perpétuel de notre démocratie. Pour la ville de Genève, être l'hôte d'une institution d'une telle qualité constitue une chance immense. À ce titre, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ce soir pour saluer l'investissement du professeur Yves Flukiger, qui occupe depuis 2015 avec talent la fonction de recteur de l'Université de Genève. Je sais qu'il a consacré sa vie à cette institution. Son travail, sa vision permettent à l'Université de Genève de se maintenir au plus haut niveau. Ils permettent également à l'alma mater de tisser davantage de liens avec la société.
en mettant à profit les recherches pour le bien-être de toutes et tous, et par là même de contribuer au rayonnement de l'ensemble de la cité. Cher Michel Mayor, cher Didier Queloz, cher Yves Flukiger, je suis heureuse que la ville de Genève puisse vous rendre hommage aujourd'hui, ce soir, et vous remercier pour tous les efforts que vos collègues et vous avez consentis. Grâce à vous, Genève brille aujourd'hui de 1000 feux, peut-être légèrement moins que ce que l'on peut imaginer d'une étoile, mais en tout cas d'une ville phare. C'est avec émotion et reconnaissance pour tout le travail accompli que Genève, ses autorités, sa population sont heureux de manifester notre reconnaissance et notre fierté. Je vous remercie de votre attention. En 1984, cette auguste salle était la proie des flammes. Aujourd'hui, 14 décembre 2019, le public du Victoria Hall, debout, hurlant, a mis le feu à la salle pour accueillir sur scène Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Yves Flukiger, et Messieurs les Nobel de physique 2019, Michel Mayor et Didier Queloz. Madame la conseillère d'État, Madame la maire, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, ce soir, Genève accueille ces 2 prix Nobel en présence de plus de 1500 personnes qui animent ce soir le Victoria Hall. Ainsi se termine en apothéose une semaine tout à fait exceptionnelle qui restera à jamais gravée dans le mémoire, inscrite pour toujours dans l'histoire de notre université et dans les annales de notre canton. Elle consacre non seulement 2 immenses chercheurs, mais aussi, ce qui en rend la consécration encore plus émouvante, 2 magnifiques personnalités qui ont irradié la cérémonie des Nobel. Michel et Didier ont placé notre université, notre canton, l'ensemble du pays et son système de formation et de recherche au firmament de la science, au centre du monde. Depuis l'annonce de l'attribution de ce prix, le plus prestigieux des prix scientifiques, nous avons la tête dans les étoiles et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Je souhaite en particulier remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu cela possible, qui ont transformé un rêve en réalité.
Je tiens en particulier, au nom de l'Université de Genève, à remercier les autorités municipales et cantonales pour cette soirée tout à fait unique en l'honneur de nos Nobel. Je tiens à remercier également le canton de Genève et la Confédération pour leur soutien indéfectible à notre université et à la recherche qui y est menée. Grâce à ce soutien et à la confiance que nos autorités nous ont toujours témoignée, des entités publiques, et notamment le Fonds national suisse de la recherche scientifique, que je salue ce soir, ont pris le risque, il y a de cela 25 ans, d'appuyer un projet qui paraissait alors un peu fou, la quête d'une exoplanète, une quête qui allait pourtant à l'encontre des théories connues jusque-là. Je tiens aussi à saluer celles et ceux présents dans la salle qui, il y a 25 ans, ont justement cru dans les projets menés par Michel Mayor et son doctorant de l'époque, Didier Queloz, et qui leur ont donné les moyens et la liberté de poursuivre leur quête. Cette belle histoire démontre que le financement public est indispensable pour soutenir les recherches risquées qui prennent place dans le temps long, celles qui sont à l'origine des innovations les plus disruptives, celles qui ont un impact majeur sur toute notre société. La belle histoire écrite aussi par Michel et Didier illustre les liens qui unissent les professeurs et leurs doctorants. J'y vois là un symbole très fort adressé à l'ensemble de notre relève, un message fort aussi destiné à l'ensemble de nos professeurs qui supervisent les travaux de thèse, une responsabilité que Michel a si magnifiquement endossée. J'aimerais maintenant me tourner vers vous, Madame la maire, Madame Sandrine Salerno, pour vous dire l'intense bonheur que je ressens, l'infinie reconnaissance de toute notre université pour cette médaille que vous nous avez remise au nom de la ville de Genève. Elle couronne une volonté forte, celle de notre rectorat, mais aussi celle des rectorats qui nous ont précédés, de cultiver et de développer le dialogue entre la cité et son université. Une université qui entend soutenir la qualité de sa recherche et de sa formation, non pas pour elle-même, mais pour l'ensemble de la collectivité qui la soutient et qui lui fournit les ressources dont elle a besoin. Une université à l'écoute des défis de notre société, les défis que notre société doit affronter dans le domaine notamment du développement durable et des changements climatiques pour y apporter l'expertise nécessaire à l'élaboration de solutions innovantes et de politiques publiques efficientes. Mesdames et messieurs, les enjeux scientifiques doivent être débattus avec la population. C'est notre devoir, c'est notre volonté, aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable de réconcilier la population et les milieux scientifiques pour faire front aux tentations populistes qui guettent tant de pays à travers le monde. Cette expertise que nous souhaitons apporter à la société a besoin de diversité et de polyvalence, celle que notre université offre grâce à l'ensemble des disciplines qui sont indispensables pour affronter ces défis qui nous attendent. Ils ne peuvent être résolus que d'un point de vue purement technologique. Ils doivent être abordés sous l'angle aussi des sciences humaines et sociales qui font également la richesse de notre université, une polyvalence indispensable à résoudre notamment les questions liées à la société numérique. Une université en dialogue aussi avec les organisations internationales présentes dans notre cité pour renforcer le rôle de notre canton dans le monde. Une ville-monde, pour reprendre les termes utilisés il y a quelque temps dans cette même salle. La médaille remise par la ville de Genève aujourd'hui, votre présence à toutes et à tous dans ce Victoria Hall, et aussi la présence de Michel et de Didier, qui, à peine revenus d'une semaine de folie à Stockholm, sont ici avec nous, avec vous, illustrent le chemin que nous avons parcouru en termes de dialogue entre science et cité. L'Université de Genève entretient et développe dans tous ses domaines d'études cet esprit de partage des connaissances. D'ailleurs, c'est justement nos lauréats du prix Nobel que vous êtes venus écouter ce soir. Je sais que le rapport entre science et société est aussi au cœur de leurs préoccupations et je les remercie très chaleureusement d'être avec nous pour partager avec nous leurs convictions et leur enthousiasme. Merci infiniment de votre présence et je passe maintenant la parole à ceux que vous êtes venus entendre, Michel et Didier. Merci infiniment. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided
to award the 2019 Nobel Prize in C'est Physics. la consécration pour la Suisse, pour Genève et pour son université. Il prestigioso riconoscimento sono stati il svedese Michel Mayor e il ginevrino Didier Queloz. Dabei dürfte es Didier Queloz und Michel Mayor herzlich egal sein. Monsieur Queloz, est-ce que vous pourriez montrer cette fameuse planète? Oui, en fait, c'est une obscure série de chiffres. La seule chose qu'on peut faire, c'est détecter indirectement son influence sur l'étoile. C'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit « Ah, on a découvert une planète ». Quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Queloz, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die et on a fêté l'événement. J'étais un passionné de science avant tout. Là, on est en train de détecter une planète. Oui, presque. Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs, amis de la science, amis de l'université. Je suis extrêmement content d'être là. On a été gâtés la semaine dernière par d'innombrables réceptions à Stockholm, mais c'est quand même un peu différent quand on est dans notre alma mater, ou tout au moins dans la ville qui l'abrite. Voilà, avec Didier, on va faire des exposés où on va passer de l'un à l'autre. On va essayer de faire un bref survol du domaine des exoplanètes depuis les premières idées qui pouvaient être apportées dans ce domaine jusqu'au futur. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore dans le futur? Alors, je vais commencer plutôt par le passé et vous dire que cette préoccupation, ce rêve existait déjà dans l'Antiquité. En fait, c'est très émouvant de voir que des philosophes grecs discutaient déjà de la notion de pluralité des mondes dans l'univers. Dans la même lettre d'Épicure, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, ils mettent dans un deuxième temps l'hypothèse qu'il doit y avoir aussi des espèces vivantes, plantes ou toute autre chose visible, peuvent exister dans certains mondes et ne le pourraient pas dans d'autres. Donc, ils voient déjà que ce n'est pas tous qui doivent en avoir. Hein. C'est remarquable de voir ça. Et en fait, il n'est pas du tout le seul. Il y a eu plusieurs philosophes grecs qui ont discuté. C'était pas vraiment, la notion de monde ne recouvre pas exactement ce que l'on entend actuellement de planète habitée. Mais néanmoins, la réflexion est intéressante. Contrairement à ce qu'on peut croire, cette idée s'est poursuivie au cours des 2 derniers millénaires. On voit par exemple le philosophe allemand Albert le Grand qui dit qu'il n'y a pas de plus belle question que de s'interroger sur cette fait qu'il puisse y avoir d'autres mondes dans l'univers. Il y a par exemple au XIIIe siècle l'archevêque de Paris qui demande au pape la permission que soit enseignée en Sorbonne l'idée de la pluralité des mondes. On voit, après il y a évidemment des passages un peu plus pénibles, surtout pour Giordano Bruno en 1600. Après, et puis je ne vais pas énumérer toutes, je ne vais pas faire une conférence d'histoire des sciences ici, mais juste vous dire que les idées modernes sur la formation des systèmes planétaires, ce n'est pas une histoire ancienne. C'est au milieu du XXe siècle que les idées émergent, comment fabriquer les planètes. Et donc, en particulier, grâce à 2 chercheurs russes, Otto Schmidt et Viktor Safronov. Après, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé autour de ce concept. Alors, juste un petit rappel d'astronomie, d'abord pour savoir de quoi on parle. Eh bien, nous sommes dans un système de quelques 200 milliards d'étoiles, donc notre Soleil est une étoile. Et si on regardait, ce n'est pas la nôtre, mais une galaxie similaire, eh bien, le Soleil serait une étoile un peu dans les régions périphériques d'un tel système.
Juste pour situer, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais la lumière met à peu près 100 000 ans pour traverser un tel système. C'est vraiment gros. Peut-être aussi une petite remarque, essayez de regarder ces petits points roses que l'on trouve en certains points ici, qui sont en fait des énormes nuages de gaz. Et on y reviendra, ils ont une importance majeure dans le discours de ce soir. Si on regarde un tout petit endroit, une toute petite région, dans les régions centrales de la Voie lactée, eh bien, voilà ce que l'on voit. On voit une myriade... Voilà, oui, il est faible, ce petit laser. Eh bien, on voit une myriade d'étoiles comme le Soleil, ou plus grandes, plus petites, etc. Donc, la question n'est pas du tout de se poser la question, est-ce qu'il existe de nouvelles étoiles? On en a plutôt trop. Le problème est de savoir, est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de chacun ou de certains de ces petits points? Contrairement à ce que beaucoup croient, si les philosophes grecs étaient persuadés, philosophiquement, de la pluralité des mondes, le début du XXe siècle était beaucoup plus pessimiste à ce sujet-là. Et si on regarde la littérature astronomique, par des très grands noms de l'astronomie, comme Jeans, Shapley, ça c'était vraiment des grands noms de l'astronomie, eh bien, les hypothèses qui avaient lieu alors postulaient, pensaient qu'il ne devait pas y avoir d'autres systèmes planétaires, ou vraiment très très peu dans la galaxie. Les choses changent d'une manière drastique vers le milieu du XXe siècle, et c'est très étrange de voir M. Russell apparaissant deux fois, une fois à rien et une fois à quelques milliards. Vous voyez qu'on peut changer d'avis des fois. Hein. Eh bien, et puis maintenant, on est conscient tout à fait que les observations confirment eh bien, qu'il y a plusieurs milliards, centaines de milliards de systèmes planétaires dans notre Voie lactée. Puis notre Voie lactée, ce n'est qu'une parmi beaucoup d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est un grand virage au cours du XXe siècle. Eh bien, tout à coup, on réalise qu'il doit y avoir des systèmes planétaires. Reste après le problème de savoir comment les détecter. Alors, si je reviens à ces petits nuages roses, enfin, petit, ce n'est pas le mot du tout adéquat, puisque la masse, ça, c'est la nébuleuse d'Orion, eh bien, c'est de l'ordre de 100 000 fois la masse de notre Soleil. Vraiment des gros nuages. Eh bien, de temps en temps, pour différents phénomènes physiques, ces nuages vont s'effondrer sous leur propre poids et former de nouvelles générations d'étoiles. Et associés à ces formations d'étoiles, eh bien, seront formées aussi des nouvelles générations de planètes. Et si on regarde le détail de certaines étoiles qui sortent de cette nébuleuse, des étoiles jeunes, de quelques millions d'années, donc 1000 fois plus jeunes que le Soleil, eh bien, on voit ça avec le télescope spatial, à savoir que ces étoiles qui sortaient de la nébuleuse sont toutes entourées d'un petit disque de gaz et de poussière, tel que le postulait et espérait Laplace et Kant, voici déjà fort longtemps. Simplement, on ne savait pas comment former de tels disques. Maintenant, on le sait, par des mécanismes physiques complexes dans l'effondrement de ces nuages. Et ce que l'on découvre, c'est que toutes les étoiles jeunes de cette nébuleuse sont entourées de ces petits disques de poussière. Essentiellement, c'est la poussière qui bloque la lumière qui vient de derrière, et c'est le lieu de formation des systèmes planétaires. Ceci, c'est la base du changement d'idée qui apparaît au cours du XXe siècle. Eh bien, il doit y avoir autant de planètes qu'on souhaite dans l'univers, déjà dans la Voie lactée. Alors, un petit cours de physique. Ici, vous avez peut-être plus tous en tête ce que c'est que l'effet Doppler, à part le fait d'avoir pour le moment entendu les changements de tonalité du micro que faisait tourner Didier. Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est un problème de phénomène ondulatoire. Imaginez un petit insecte qui saute au milieu d'un étang. Il va faire des vagues concentriques, circulaires. Maintenant, vous reprenez le même petit insecte et vous le faites avancer dans votre direction. Eh bien, évidemment, chaque petite vague qu'il va créer se rapprochera, suivra la précédente, et le résultat, c'est qu'en avant du mouvement, ici, eh bien, les vaguelettes sont plus serrées qu'à l'opposé. C'est simplement l'effet Doppler.
ici. Alors après, ça, c'est un phénomène à la surface des étoiles. C'est le même phénomène des ondes acoustiques, c'est le même phénomène aussi pour les ondes lumineuses. Donc, on peut détecter le mouvement d'une source lumineuse en regardant les changements de fréquence, évidemment, d'une source étalon. Après, on verra quelle source étalon utiliser pour les étoiles. Eh bien, notre histoire dans ce domaine commence à l'Observatoire de Haute-Provence avec un télescope de presque 2 mètres de diamètre que l'on voit ici, un vieux télescope. Ce n'est pas si important pour notre problème, c'est essentiellement un grand entonnoir à lumière. Et ce qui était original, c'est l'instrument que l'on a conçu et qui est avec des collègues français et qui se trouve derrière. La lumière va descendre vers cet instrument et c'est le moment de passer la parole à Didier. Quel bonheur d'être ici avec vous ce soir. Merci. Moi, je vais vous montrer un acteur invisible et essentiel qui a joué un rôle essentiel dans cette découverte. C'est la machine qu'on a installée justement derrière ce télescope. Elodie. Voilà, Elodie. C'est intéressant sur beaucoup de plans. La première chose, vous imaginez bien que pour construire une machine de cette complexité, il y a beaucoup de choses, je vais un peu vous l'expliquer plus tard, il y a beaucoup de gens derrière. Donc c'est quelque chose, souvent, on réalise mal en science, on a toujours tendance à voir un peu la pointe de l'iceberg, mais il y a vraiment des techniciens, des ingénieurs, des software ingénieurs qui sont derrière ceci, et ça c'est vrai pour toutes les instrumentations complexes, et encore plus pour les grandes instrumentations. Donc je me permets de saluer tous les gens qui ont participé. Il y en a dans cette salle qui ont participé à cet instrument, donc merci. Cet instrument, il se visite si vous allez à l'Observatoire de Haute-Provence, que je vous recommande, si vous voulez manger des bonnes tartes aux myrtilles, par exemple. Vous pouvez le voir, il est malheureusement plus utilisé. Et il y a plusieurs éléments qui fait que cet instrument était parfaitement révolutionnaire à l'époque. C'était un saut énorme en avant. La première raison, c'est que le but principal de cette machine, c'était de mesurer des vitesses, donc d'utiliser l'effet Doppler que Michel décrivait juste avant, et mesurer des vitesses avec une précision inégalée. Détecter une planète autour d'une étoile, ça revient à mesurer des effets extrêmement petits, donc il faut une machine très particulière pour le faire. C'était justement l'objectif de Elodie. Donc il y a une pièce maîtresse dans ce genre d'instrument qu'on appelle un spectrographe, que vous voyez ici, c'est cette pièce énorme, c'est un peu le cœur de l'instrument, qui était un nouveau système, on appelle ça un réseau échelle, qu'on a été les premiers à utiliser et qui vous permet d'avoir une machine relativement compacte, relativement stable, facile à contrôler et facile à stabiliser. Donc ça, c'était la première idée. Et derrière, il y a évidemment un dessin optique très original qui permettait de l'utiliser. La deuxième chose qui était nouveau à l'époque, c'est ces deux câbles orange que maintenant probablement vous connaissez parce que vous en avez partout dans les bureaux, c'est les fibres optiques. À l'époque, les fibres optiques commençaient à apparaître en astronomie et cet instrument a implémenté les fibres optiques, on va dire, de la bonne manière. Donc on a pu implémenter ces fibres optiques, ce qui nous a permis de recueillir l'étoile, en fait, la lumière de l'étoile au télescope, sans être accroché au télescope. Donc le système était vraiment stabilisé. En plus, la fibre optique mélange la lumière, donc on obtenait une lumière assez propre et assez stable. Et le troisième élément qui n'est pas présent ici, mais que je vais rajouter, c'est qu'il y avait une révolution en 1990, il y avait une série de nouveaux ordinateurs qu'on appelle les SON, ou les mini-ordinateurs. Ceux d'entre vous se rappellent. Et l'idée est que ces ordinateurs fonctionnaient sur une technologie complètement nouvelle qui s'appelle la technologie Spark. Et la technologie Spark était développée sur des très gros ordinateurs, sur des Cray, pour ceux qui connaissent. Et justement, l'idée originale ici, c'était d'utiliser ces machines très puissantes qui nous permettaient de faire du calcul très intensif, qui était absolument essentiel
pour analyser ces données. Et c'est avec cet ensemble de nouveautés, tout ensemble, qu'on avait une machine qui permettait de mesurer des vitesses à la précision nécessaire pour trouver la fameuse planète autour de 51 PEG. Donc, la planète s'appelle 51 PEG B. La difficulté, c'est que cette planète a été en orbite très courte et personne ne s'attendait à ce qu'une planète de la masse de Jupiter puisse avoir une orbite aussi courte. Alors, j'aimerais vous expliquer un tout petit peu pourquoi c'était vraiment extraordinaire et pourquoi, quelque part, c'était le début d'une révolution. Pour vous expliquer ça, je dois vous amener un tout petit peu dans le temps, dans l'histoire d'une étoile. Quand vous formez une étoile, dans son très jeune âge, donc pour une étoile, c'est quelques millions d'années, le jeune âge d'une étoile. Notre Soleil, il a plus de 4,5 milliards d'années, donc vous voyez un peu l'échelle. Vous avez autour de cette étoile une structure qu'on appelle un disque protoplanétaire. Là, vous avez un exemple que vous ne verrez pas à l'œil nu. Pour faire cette image, il faut utiliser une longueur d'onde qui n'est pas très loin de celle que vous avez dans vos téléphones portables. Donc, c'est une longueur d'onde qui est capable de mesurer des températures très froides. Donc, vous avez une structure froide de matière autour de cette étoile. Cette structure froide de matière, elle est aussi mélangée avec une structure de type gazeuse qui se superpose à cette structure ici, qui est composée en fait de grains ou de petites poussières. Et ce que vous voyez ici, c'est l'émission thermique de chacun de ces grains de poussière. Maintenant, si vous regardez ce système sur la tranche, vous réalisez, c'est une autre étoile qui s'appelle Beta Pictoris, vous arrivez que ce système de poussière est extrêmement fin. Extrêmement fin. Ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que ce qui va se cacher, c'est que le gaz qui se trouve autour, quand je dis gaz, il y a de l'eau, par exemple, sous forme gazeuse, quand il est suffisamment froid, il va se transformer en neige ou en glace. Donc, on va avoir une transformation de l'état de la matière d'un élément gazeux à un élément solide. L'effet principal, c'est que dès que la matière va devenir solide, elle va s'effondrer sur le plan et va devenir très fin. Donc, vous vous retrouvez tout d'un coup avec de la matière qui entre en collision. C'est un peu ce qui va se passer ici le 24 décembre quand vous allez faire vos courses dans les magasins. Tout le monde va se rentrer dedans. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer ici. Donc la transition gaz-solide est une transition fondamentale qui est à l'origine de la formation des cœurs de planètes. Donc les planètes se forment grâce à ce mécanisme. Mais ça implique aussi que vous devez être suffisamment loin de l'étoile pour que ça se passe. Jupiter, on imagine qu'il faut en tout cas être au-delà de l'orbite de Mars pour que cette transition dite de glace se réalise. C'est pour ça que trouver un Jupiter à une orbite très proche, qui était 20 fois plus proche que l'orbite terrestre, c'était juste absolument impossible. Et ça a été une énorme difficulté pour convaincre la communauté. Et en gros, ce qu'on leur a dit, c'est qu'on a une planète qui est non prévue par la théorie, une planète impossible, et en plus, la théorie, finalement, ne fonctionne pas. Donc, c'était vraiment quelque chose de difficile à affronter. En plus de ça, le deuxième problème qu'on avait, c'est que les étoiles ne sont pas vraiment parfaite quand vous mesurez la vitesse d'une étoile. Vous pouvez avoir des taches. Vous voyez, là, vous avez une tache ici de côté. Donc, quand l'étoile va tourner, ces taches, là, mon étoile, tout d'un coup, a eu un effet étrange, va provoquer un signal que vous allez voir dans la mesure de la vitesse. Vous avez ce genre de signal que vous utilisez en bas, qu'on appelle une raie spectrale, que vous calculez, qui va être sensible au fait que vous avez une tache qui tourne. En plus, l'étoile, elle vibre. Là, vous avez une carte de la vitesse d'une étoile ici, où elle a des champs magnétiques. Et tout ceci provoque des effets qui vous pouvez interpréter comme étant des effets de la surface de l'étoile et non pas liés au fait que vous avez une orbite d'une planète. Alors, tout ça s'ajoutant, le fait que la planète était impossible et le fait qu'on pouvait avoir d'autres effets a fait qu'on a eu une énorme réaction de la communauté, on va dire très sceptique. Pourtant, dans la description de notre découverte, on a argumenté tous ces éléments et on est arrivé avec des arguments convaincants. Finalement, on avait raison. Mais ça a été relativement difficile. Et le domaine des exoplanètes a mis de longues années à s'établir. Pour vous donner une petite idée de comment le domaine a évolué, ça c'est le nombre de planètes en fonction du temps. Donc on se trouve là, avec 51 PEG, et on voit que le nombre de planètes était relativement modeste, parce qu'il y avait très peu d'équipes qui faisaient ça, et ce n'était pas encore quelque chose de réalisé, pour lequel il y avait un grand engouement. Il a fallu attendre la confirmation par une autre détection qu'on appelle un transit, c'est-à-dire une planète du même type qui passait devant son étoile, pour confirmer que ces planètes si étranges, si particulières, existaient.
Et après cela, on a eu une augmentation avec des nouveaux instruments qui ont été développés, des instruments spatiaux, Transit Space, ça veut dire spatiaux, coraux, c'est un d'entre eux, pour lequel on a beaucoup travaillé ici à Genève. Et puis, il y a eu une mission majeure aux États-Unis qui s'appelle Kepler, qui a complètement révolutionné en fait, la quantité de planètes. On a maintenant à peu près 4000 planètes. Alors ça, c'était le déclencheur, mais on voit qu'il a fallu beaucoup de temps pour construire cette sorte de panorama qu'on a maintenant des exoplanètes. Alors pour vous parler du panorama des exoplanètes, je repasse la parole à Michel Mayor. Voilà. J'aimerais faire maintenant plutôt un état des lieux, après presque 25 ans. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qu'on a découvert? En résumé, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées, je n'arrive même plus à suivre la littérature, tellement il y a de publications dans le domaine. Juste un petit retour en arrière pour voir un des points critiques dans cette quête des planètes par une des techniques, qui est la technique que l'on connaît le mieux, qui est cette technique de l'effet Doppler. Eh bien, regardez juste des instruments qui ont été développés ici, à Genève, avec des fois des collaborations d'autres instituts, même souvent. Eh bien, d'abord, voici, il y a 40 ans à peu près, un premier instrument où on utilisait une technique de corrélation, on projetait le spectre de l'étoile sur une grille qui était calculée pour extraire au mieux l'effet Doppler de milliers de rêves simultanément. Un instrument qui était conçu à l'époque avec Jean-Luc Poncet, qui est ici de Genève, et puis un opticien de Marseille, André Barane. Et je profite de ce moment pour donner un petit coup de chapeau pour André Barane, qui a fait plusieurs des optiques de ces instruments et qui est très très malade et qui ne peut pas être là ce soir. Alors, vous voyez, 300 mètres par seconde, ça c'est le premier instrument. Et puis, ce n'est pas absolument significatif une quinzaine d'années plus tard, Elodie, qui est l'instrument que vous avez vu que Didier a présenté, qui lui est basé plutôt sur l'ordinateur plutôt que sur une grille que vous voyez physiquement ici. Et vous voyez le pas de précision, on passe de 300 mètres à 13 mètres par seconde. Alors, juste pour situer, on cherche à mesurer le mouvement, j'allais dire de recul, le mouvement de l'étoile induit par la présence de la planète. Donc, la quête des planètes de plus en plus petites va passer par une quête instrumentale, arriver à mesurer des effets Doppler de plus en plus petits. Alors, 13 mètres par seconde, eh bien, on découvre 51 Pégase, avec un télescope de 2 mètres à l'Observatoire de Haute-Provence. Le même instrument, avec des améliorations non négligeables, est mis en service quelques temps plus tard au Chili, sur un télescope de 1 mètre, donc 1,2 mètre en fait, mais qui est, comment dire, qui arrive encore à gagner encore un petit rien en précision. Et puis arrive un instrument qui fait un pas vraiment important, qui est l'instrument que l'on met sur un télescope de 3,60 mètres au Chili, dans le cadre de l'ESO, l'Observatoire européen dans l'hémisphère sud, et qui, tout d'un coup, nous permet d'arriver à peu près à 1 mètre par seconde. Une deuxième copie de cet instrument est mise dans l'hémisphère nord, une dizaine d'années après, et qui arrive aussi à 1 mètre par seconde. Je dirais pourquoi on en a dû en faire un deuxième dans l'hémisphère nord. Et puis maintenant, eh bien, cet instrument incroyable qui a été mis en service au Chili plus récemment, avec, en 2018, aussi sous la direction de le guide de l'Observatoire de Genève, mais plus moi, comme vous savez, c'est le directeur actuel de l'Observatoire, Francesco Pepe, qui est l'âme de ce développement-là, qui lui arrive à 0,1 mètre par seconde, donc il mesure des effets. Imaginez, c'est un gain de 3000 sur la mesure de cet effet en 40 ans. Incroyable, et ce dernier instrument peut être connecté d'une part à un télescope de 8 mètres ou à 4 télescopes de 8 mètres, donc l'équivalent d'un seul télescope de 16 mètres de diamètre. Voilà, ça c'est un peu l'histoire instrumentale de ce domaine, en tout cas vue depuis l'Observatoire de Genève. Donc voilà, juste une idée de l'instrument intermédiaire, j'allais dire, qui est toujours en service au Chili, sur un télescope de 3,60 mètres, qui est un spectrographe donc, qui analyse ces tout petits mouvements des longueurs d'onde, et puis qui est dans une énorme cuve à vide qui
qui jouent un rôle majeur dans ce domaine-là. Alors, je ne vais pas vous discuter les 4000 exoplanètes qui sont découvertes, mais juste donner une petite idée de comment ça se passe. Alors, ici, vous avez un diagramme où on a la vitesse verticalement et le temps ici. Donc, chaque paquet de points rouges, ça correspond à des mesures faites sur une année. Alors, vous voyez, on mesure avec l'instrument, on obtient une vitesse. Quelques nuits plus tard, on remesure la même étoile, on obtient une autre vitesse, etc. Et puis, on rajoute des petits points rouges en fonction du temps. Et quand vous regardez ce diagramme, vous voyez qu'il y a une ondulation sur combien? Quelques années, disons une dizaine d'années à peu près. Voilà. Donc, vous dites à l'œil, il y a une planète. Eh bien non. Quand vous laissez l'ordinateur se débrouiller avec un logiciel adéquat, eh bien, il va vous dire qu'il y a 7 planètes qui tournent autour de la même étoile. Pourquoi? Parce que si vous avez une étoile et une planète qui tourne, l'étoile va avoir un mouvement comme ça, donc la vitesse va faire que ça se rapproche de vous, s'éloigne de vous, comme ça. Si vous avez 2 planètes, ça va faire quelque chose comme ça. Et puis quand il y en a 7, bon, ça devient plus difficile avec les mains. L'ordinateur, il se débrouille bien pour ça. Et qu'est-ce qu'on a obtenu avec un programme systématique où on avait plusieurs centaines, voire milliers d'étoiles de l'hémisphère sud, vues depuis l'Observatoire du Chili, que l'on a suivi pendant beaucoup d'années. Quand je dis beaucoup d'années, en fait, c'est pas fini parce que ça continue, le même programme. Et l'idée est d'avoir une vision statistique correcte des masses, des périodes, des formes d'orbite, l'excentricité, etc., etc., le type d'orbite, le type d'étoiles qui les abritent, la composition chimique des étoiles, enfin voilà. Essayez d'avoir une vision pour avoir des contraintes pour la théorie. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, c'est que... Oh là là! Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, vous voyez, le diagramme du bas, c'est que les étoiles les plus fréquentes, c'est celles qui sont entre 1 et 3 fois la masse de la Terre, etc. Puis après, les plus lourdes, bien, il y en a beaucoup moins. Et le télescope Kepler trouve la même chose, non pas sur les masses, lui, mais sur les dimensions des planètes. Et donc, comment dire, ça montre... Alors évidemment, comme je vous dis, les étoiles qui sont autour de la masse terrestre, un peu plus lourdes, sont les plus fréquentes. Attention, sont les plus fréquentes aujourd'hui, simplement parce qu'on n'a pas les instruments pour aller. Je suis bien persuadé qu'ici, on en a encore beaucoup plus. Pourquoi c'est important? Parce que c'est les planètes qui, éventuellement, sont susceptibles d'abriter le développement de la vie. Donc voilà, cette quête de la précision s'inscrit dans cette quête de sites potentiels pour le développement de la vie. Et actuellement, on est dans une période extrêmement faste qui permet de comprendre de faire des pas dans la compréhension de la composition chimique et soit des atmosphères, soit des intérieurs planétaires. Est-ce que je vais décrire brièvement ici? Voici, en 1999, on découvre une planète qui a une période de 3,5 jours. 3,5 jours, ça veut dire qu'elle est très près de son étoile. Donc la probabilité qu'il y ait des éclipses, on utilise le mot de transit, ça passe entre votre œil et l'étoile, la planète va passer. On n'a pas de garantie parce que le plan orbital peut être mal orienté. Mais si par hasard il était bien orienté, eh bien on peut voir une baisse de la luminosité de l'étoile au moment que l'on peut prédire par nos mesures d'effet Doppler. Et en 1999, eh bien, à l'heure précise, à quelques minutes près, eh bien, on voit baisser la luminosité de l'étoile de quelque 1%. Voilà, c'était la signature du passage de la planète devant son étoile. Et ça se fait avec des collaborations avec des collègues américains, avec un télescope de 10 cm. Donc on n'a pas toujours besoin d'un gros télescope. Et puis, nos collègues américains redemandent du temps l'année d'après pour faire des mesures assez astucieuses avec le télescope Hubble et regarder le contraste. Le contraste est le même, simplement l'échelle n'est pas la même ici. Mais par contre, regardez la qualité quand on est au-dessus de l'atmosphère terrestre. Et qu'est-ce que vous dites immédiatement quand vous voyez ça? Mais on pourrait en trouver des beaucoup plus petites. Et ces gens font ça. Il suffit de construire un satellite
pour aller au-dessus de l'atmosphère et faire des mesures et des mesures de beaucoup de planètes. Et c'est ce qui se passe. Le télescope Kepler, il y a eu d'abord le télescope Corot, mais après il y a le télescope Kepler. L'idée est extrêmement simple. Vous avez un télescope dans un satellite qui va pendant plusieurs années tourner autour de la Terre, mais en regardant toujours le même coin du ciel où il y a une forte densité d'étoiles, 100 000 étoiles par exemple. Et à la fin, vous analysez les séries temporelles de mesures et vous voyez des tas d'étoiles qui ont des petites baisses de luminosité périodiques. Et c'est pire que ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas une, mais plusieurs baisses de luminosité, qui ne sont pas toutes synchrones, c'est d'une complexité pas possible. Et le résultat, vous découvrez des centaines et des centaines de systèmes multiplanétaires, comme le nôtre, différents dans l'organisation, mais ayant plusieurs planètes qui tournent autour. Alors notre jeu, à nous on ne fait pas le même travail exactement que eux. Ce que l'on va faire, le télescope Kepler va nous donner des dimensions de planètes, mais ils n'ont pas la masse. Si vous voulez faire de la physique, c'est quand même mieux d'avoir aussi bien la masse et la dimension. Et donc, on va faire des vitesses pour essayer de comprendre quelle est la composition chimique de ces planètes. Et donc là, on a un diagramme où on voit le rayon et ici la masse. Et puis après, vous avez des courbes, là, des courbes de différentes couleurs qui correspondent à différents types de structures internes des planètes. Et donc, on s'aperçoit ici, par exemple, vous avez Vénus et la Terre en bleu. J'arrive pas bien à les voir. Il est un peu anémique, ce laser. Voilà. Eh bien, on voit, et puis, c'est les planètes rocheuses, elles vont suivre une certaine courbe. Les planètes avec une grosse enveloppe vont couvrir une autre courbe, etc. On peut commencer à faire de la physique pour comprendre les mécanismes de formation des systèmes planétaires. Et je passe encore un petit peu plus loin, on continue cette quête, et vous avez au Chili, au nord du Chili, sur le mont Paranal, vous avez 4 télescopes de 8 mètres. Alors l'idée, c'est quand même d'essayer d'utiliser au mieux ces géants de l'astronomie actuelle, et c'est ce que font plusieurs de mes collègues de Genève, du Portugal, de différents instituts d'Espagne et autres, qui se groupent pour faire et conduire la construction d'un instrument d'une grande ambition, qui est une cuve à vide gigantesque avec un spectrographe qui capitalise sur tout ce qu'on a appris des instruments précédents pour un but extraordinairement ambitieux qui est de trouver, c'est pas celui-là, qui est de trouver, d'étudier des planètes de la masse de la Terre en orbite autour d'étoiles comme le Soleil. Et je terminerai ici par ce tour instrumental par une vision du Chili, d'un observatoire du Chili, l'observatoire de La Silla, c'est même pas Paranal qu'on a vu avant, et regardez la forêt d'instruments qui tous ont une potentialité de travailler dans le domaine des planètes. Donc actuellement, ça devient un domaine absolument majeur à l'échelle mondiale, et en particulier pour nous qui travaillons souvent dans ces lieux. Puis maintenant, j'aimerais faire un petit calcul avec vous. J'aime bien un petit calcul. L'homme est allé sur la Lune en 3 jours. La lumière va sur la Lune en 1 seconde. OK? On le sait. Maintenant, imaginons que, par exemple, avec nos instruments, on découvre une planète parfaite au point de vue conditions. Bonne température, bonne distance, etc., où la chimie de la vie a pu éventuellement se développer. Et vous trouvez des tas d'idées qui sont propagées, comment dire, que quand la vie ne deviendra plus possible sur cette Terre, eh bien, pas de problème, on va émigrer sur une de ces planètes habitables, donc dont les conditions sont correctes. Et alors, on en prend une qui est très près. Le centre de la galaxie est à peu près à 25 000 années-lumière. Donc, on est à quelque chose de 1000 fois plus près. J'en prends une à 30 années-lumière. Donc, vraiment une voisine, vraiment une voisine. Eh bien, il faut déjà 1 milliard de secondes pour y aller. Pour la lumière, 1 milliard de secondes. Alors maintenant, vous prenez la même
type d'outil qui est allé sur Apollo 11, avec Apollo 11 sur la Lune, eh bien, il faudra plusieurs millions d'années pour y aller. Évidemment, les optimistes qui sont parmi vous disent, pas de problème, il suffit d'accélérer, de faire des comme ça. Le problème, vous savez tous avec votre voiture, que quand on accélère, on doit payer le prix en consommation. Et là, ce n'est pas le problème d'accélérer d'un facteur 2. Hein. Passer de 30 ans ou à 60 ans, ouais, vous avez... Non, pas ça. Passer de 10 millions d'années à 5 millions d'années, bon, c'est bien, mais ça reste long, hein, comme ça. Surtout dans une boîte de conserve, hein, enfin, voilà, c'est ça. Donc, le problème, si vous voulez gagner quelque chose, il faut accélérer d'une manière massive, et le coût d'énergie que vous devez faire devient complètement déraisonnable. C'est simplement pas possible. Avec les connaissances de toute la physique aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, la conséquence de tout ça, arrêtez de rêver à émigrer sur une exoplanète et dites-vous qu'il faut peut-être considérer de soigner un peu notre Terre. Merci beaucoup. Tu peux commenter. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, je vais poursuivre dans le même élan un tout petit peu vers les visions un peu du futur. Donc je pense que vous aurez compris qu'on a maintenant une population de planètes absolument fabuleuse. Il reste quand même des choses assez surprenantes, en particulier le fait qu'on n'a pas vraiment trouvé d'équivalent comme la Terre. On a trouvé énormément de planètes multiples, de systèmes multiples. Michel a montré un fabuleux exemple où on a toute une série de planètes qui ont des périodes de 2 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours. Et tous ces systèmes n'ont absolument aucun équivalent dans le système solaire. Alors, une question qui revient régulièrement, c'est toujours la question de se dire, bon, on a eu, la vie s'est développée dans le système solaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie sur ces autres systèmes planétaires autour des autres étoiles? Donc, il y a beaucoup de concepts qui circulent. Moi, j'aimerais juste essayer d'en mentionner 2. La première chose, c'est un concept qu'on voit partout, qui s'appelle le concept de la zone habitable, qui est un concept qui est né dans les années 60, quand les gens ils se posaient la question de la survie de l'humanité à éventuellement un hiver nucléaire. Donc, ils ont fait des modèles de l'atmosphère de la Terre dans des conditions extrêmes. Et en utilisant ces modèles, il y en a qui ont eu l'idée de déplacer l'orbite de la Terre en la rapprochant du Soleil ou en l'éloignant du Soleil. Bon, on comprend bien, instinctivement, ça donne 2 limites. Une, quand on est trop près, il fait trop chaud, donc vous allez perdre toute l'atmosphère, et c'est la fin. Ou vous allez aller trop loin, et puis vous allez geler entièrement l'atmosphère, et vous n'avez plus d'eau liquide. Et ça, c'est vu comme la limite brutale qu'il ne faut pas dépasser. Donc ça donne deux bandes que vous trouvez ici. Vous avez, par exemple, c'est intéressant de constater que Vénus est d'un côté et Mars se trouve de l'autre côté, puis la Terre actuellement se trouve juste au milieu. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que la luminosité du Soleil augmente. Quand le Soleil était plus jeune, il était beaucoup moins brillant. Donc en fait, Vénus se trouvait très très bien à l'intérieur. À l'époque, d'ailleurs, on pense que Vénus était probablement comme la Terre il y a 1 milliard d'années, et que, dû au fait qu'elle n'a pas de recyclage de son CO2, eh bien, elle est dans une situation d'effet de serre permanent, et voilà, maintenant, la température est effroyable, et puis c'est une atmosphère d'acide. Donc, ce concept est intéressant, parce que si j'imagine que je mets toutes les planètes, presque toutes les planètes que l'on connaît, qui pourraient être semblables à la Terre, vous allez principalement vous retrouver à les mettre dans une boîte qui sera à l'intérieur de cette zone. Donc, actuellement, principalement, toutes les planètes que l'on trouve, elles sont là-dedans. Donc, elles sont toutes en orbite courte, elles sont en système multiple, mais elles ne sont pas dans la zone habitable. Donc, il y a un développement intéressant qui a été fait, qui était de se dire, est-ce qu'on peut utiliser le fait que les planètes se trouvent à cet endroit-là, pour l'instant, mais qu'elles puissent devenir dans la zone habitable? Donc là, vous pouvez jouer sur un autre paramètre, c'est l'étoile. Donc, si vous changez d'étoile, vous ne prenez pas un soleil, mais vous prenez un soleil qui est un peu plus froid, ça veut dire plus petit, ça veut dire moins massif. Vous allez descendre ici dans cet axe, vous allez avoir des températures qui vont descendre, donc la couleur sera plus jaune, ça sera un petit orange, ça sera un petit rouge, puis ça sera un rouge pâle pour les objets les plus petits. Là, vous avez une étoile qui est 10 fois plus petite que le soleil. Donc,
c'est quelque chose qui est vraiment très petit et qui a une température de l'ordre de 2800 degrés, ce qui est rien comparé aux 5600 degrés de la surface du Soleil. Donc ce qui se passe, c'est que comme elles sont moins chaudes, la zone habitable se rapproche. Évidemment, l'hypothèse de base, c'est que vous avez une atmosphère comme la Terre. Donc ça, c'est une hypothèse très forte qui, dans la compréhension de la zone habitable, est une hypothèse qui est difficile à vérifier. L'essentiel des planètes qu'on trouve, elles sont soit un peu plus grosses, elles ont probablement pas exactement la structure de la Terre, mais on peut imaginer que certaines pourraient être très semblables à la Terre. À ce moment-là, les mêmes types de planètes que l'on trouve pourraient se retrouver dans la zone habitable. Donc il y a un énorme intérêt maintenant de chercher ces planètes avec les instruments que Michel a décrits, parce qu'on sait que c'est celles qu'on peut trouver, c'est celle qui existe, en tout cas, en énorme proportion. Alors quand je dis ça, il ne faudra pas comprendre que la Terre est unique. Simplement, la Terre, on n'a malheureusement pas encore réussi à la trouver, en tout cas quelque chose d'équivalent à la Terre, parce que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on avait imaginé il y a quelques années. La difficulté principale étant que l'étoile produit un bruit de fond qui est très important et qui vous empêche de voir le signal provenant d'une planète comme la Terre qui orbite autour de cette étoile. Mais l'intérêt s'est déplacé vers ces systèmes et on en a trouvé, on a à peu près maintenant une vingtaine d'étoiles qui pourraient avoir une planète qui se trouve dans la zone habitable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la vie autour de ça? Alors ça, c'est une question qui a beaucoup évolué, je dirais, autour des 20 dernières années. Alors, il y a quelques expériences célèbres qui ont été faites. Voilà, donc c'est probablement ce que vous avez vu dans les livres qui traitent de l'origine de la vie sur Terre. Vous avez une expérience chimique, Uri Miller, qui avait essayé de représenter une atmosphère primordiale et puis qui avait mis des décharges électriques et qui a trouvé qu'après un certain temps, il y avait quelques petits éléments qui étaient les unités de base de la vie, qui s'appellent les aminoacides, les acides aminés. Mais les proportions étaient extrêmement faibles. Et en plus, les hypothèses de l'atmosphère qu'il a utilisées, on sait qu'elles sont fausses. Donc l'atmosphère n'était pas comme ça sur Terre. Donc on sait aujourd'hui que c'est faux, que l'origine, cette expérience ne mène pas vers l'origine de la vie. Alors maintenant, il y a eu des développements très spectaculaires qui ont été faits, qui viennent de l'océanographie, où ils ont trouvé des sources thermales très profondes dans l'océan, avec des structures qui sont extraordinaires. Hein. Vous voyez, c'est des structures de ce type-là. On appelle ça la cité perdue, où on a une sorte de réacteur chimique où vous avez par-dessous la température, vous avez de la pression qui pousse et vous avez une sorte de réaction, beaucoup de réactions chimiques qui se font à l'intérieur de cette structure. La difficulté de cette hypothèse de l'origine de la vie au fond des océans, c'est qu'elle est bonne dans son concept, mais elle n'a aucune structure d'explication. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de démontrer que ce genre de machine chimique crée de la vie. Alors ça fait de la chimie, mais ça ne fait pas de la vie. Et moi je dis toujours attention, parce que quand vous faites votre soupe, c'est de la chimie aussi. Hein. Et votre soupe, elle n'est pas vivante. Donc il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'émergence de la vie? Et la complexité de la chimie qui est inhérente avec ce genre de structure ne veut pas forcément dire que vous allez faire de la vie. Alors là, vous devez déconstruire un peu le problème. Et il y a eu des progrès spectaculaires qui ont été faits, je dirais, ces 5 dernières années dans ce domaine. Et ce qui est intéressant, c'est un peu le message ici que j'aimerais partager avec vous, c'est que ces travaux sont des travaux qui n'entrent pas dans un cadre classique parce qu'ils ont été faits de manière un peu interdisciplinaire. Alors interdisciplinaire, c'est le mot qu'il ne faut jamais dire en fait quand vous faites de la science, parce que vous vous trouvez dans des boîtes qui ne sont pas bien définies. Vous voyez, si vous êtes entre la chimie et la physique, c'est toujours difficile. Vous êtes entre la chimie et puis la biologie, vous entrez dans des domaines qui sont toujours un tout petit peu à l'interface et qui sont difficilement supportés en général. Vous n'entrez pas dans des grandes boîtes faciles à défendre que tous vos pairs peuvent comprendre. Mais des travaux ont été faits et j'aimerais partager justement ces travaux parce qu'ils montrent quelque chose de fondamental, que la question de la recherche de la vie est un problème qui a quelque part été posé sur la table par les astrophysiciens, parce que, en trouvant des planètes, la question devient naturelle, donc la question, vous devez vous la poser, et en trouvant des planètes qui ressemblent de plus en plus à la Terre, la question va s'en poser d'autant plus. Mais finalement, ce n'est pas une question qui va être résolue uniquement en faisant de l'astrophysique. Vous devez vous poser la question, quelle est la structure
de la planète que vous regardez. Là, quelque part, vous pouvez vous tourner vers vos collègues qui font de la planétologie, qui étudient les volcans, par exemple. Et puis, vous devez aussi vous poser quelle est la chimie qui se réalise, la chimie de l'atmosphère. Là, vous parlez d'une chimie de l'atmosphère, c'est aussi une chimie de la dynamique de l'atmosphère, ou alors de la chimie au niveau biologie, ou microbiologie. Et là, vous êtes dans la chimie moléculaire, qui sont après des éléments qui peuvent amener vers la biologie. Donc vous avez vraiment tout un élément transversal. Et l'idée, elle est relativement simple sur l'origine de la vie sur Terre actuellement, et elle apporte des éléments qui, en termes sciences, sont fondamentaux. En science, vous pouvez arriver avec la plus belle théorie que vous voulez. Si vous n'avez aucun moyen de la tester, ça n'a aucun intérêt. Parce que la science est basée essentiellement sur des faits, sur des mesures. C'est les mesures qui font la science, ce n'est pas la théorie. Des fois, les gens l'oublient un peu. Donc vous avez des mesures qui vous mènent à des conclusions, et ces conclusions, vous pouvez les comparer à une compréhension plus globale, une théorie. Ou vous avez une théorie qui vous emmène à mesurer des choses pour la valider ou pour la contrarier. Donc cet élément est essentiel, et la question de la vie doit passer par cette logique. Donc l'idée ici est de combiner une série d'éléments. Vous avez une planète avec une atmosphère relativement inerte, ce qu'on appelle légèrement réduite. Si elle est trop réduite, vous avez trop d'énergie dans l'atmosphère, et on sait que ce n'était pas le cas. Vous avez une chimie qui est trop rapide, qui n'est probablement pas la chimie qui existait sur Terre. Il faut de l'eau, donc tout le monde est absolument d'accord qu'il faut de l'eau. L'eau est un élément qui est universel dans l'univers, vous en trouvez partout. Vous pointez un radiotélescope vers une zone de formation stellaire, vous trouvez de l'eau, vous en avez partout, vous en avez sur Mars, vous en avez partout. Donc l'eau, c'est vraiment un élément fondamental qui n'est pas du tout rare. Il est basé sur deux éléments très communs dans l'univers. Vous avez un élément qui est très intéressant, qui est le SO2. Donc SO2, soufre, c'est lié à l'activité volcanique. Donc il vous faut une activité de type volcanique, de type tectonique sur une planète pour produire ce genre d'éléments en assez grande quantité. Et ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel, c'est qu'il ne vous suffit pas de trouver une planète avec de l'eau, il faudra que votre planète ait de l'eau et aussi ait quelque part une activité tectonique. Et quels sont les critères ? Vous pouvez commencer à élaborer là-dessus, et ce n'est pas évident. Maintenant, il y a d'autres ingrédients qui sont imaginés. Un ingrédient qui est facilement imaginé, c'est l'acide cyanhydrique, HCN. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez vraiment avoir dans cette salle, parce que c'est très, très dangereux, très poison. Mais en fait, c'est quelque chose que vous avez assez facilement dans les comètes. Vous formez très facilement l'acide cyanhydrique, c'est formé par l'interaction entre les rayonnements ultraviolets du Soleil et simplement le fait que vous avez de l'hydrogène, vous avez du carbone, vous avez de l'azote sur les comètes, et vous formez assez facilement ces éléments. C'était à un tel point qu'il y avait eu une énorme peur quand la comète de Halley, au tout début, à la fin, c'était en 1900, quand elle a passé près de la Terre. Il y avait des gens qui avaient acheté des masques à gaz, ils avaient peur parce qu'ils avaient détecté justement la présence d'acide cyanhydrique dans le spectre de la comète. Alors on pense que l'acide cyanhydrique arrive sur Terre simplement parce qu'il y a plein de choses qui tombent sur Terre, surtout au tout début de la formation du système solaire, vous avez beaucoup de matériel qui tombe sur Terre. Maintenant il y en a beaucoup moins, mais au début il y en avait beaucoup plus, donc c'est un produit assez naturel que vous pouvez avoir. Ce qui est assez magique, c'est quand vous avez uniquement ces éléments-là et rien d'autre, il y a maintenant un mécanisme chimique qui a été mis en place qui permet de montrer que vous allez former des unités de base de la vie. Alors, pourquoi c'est intéressant, ces unités de base ? Parce que si vous voulez comprendre la vie, c'est sûrement pas en regardant la machine complexe que l'on est actuellement. Il va falloir identifier les éléments les plus primitifs qui soient dans la machine complexe pour essayer de les tester et comprendre leur origine. Alors, ces éléments sont en l'occurrence les acides aminés. Il y a 20 acides aminés qui forment le vivant. Pourquoi ces 20 ? Et ces questions, simplement, pourraient être naturellement réalisées uniquement avec la chimie de ces éléments. Donc ça, c'est justement la partie intéressante, parce que vous vous trouvez, en termes d'astronomes, à intégrer ces éléments et à rajouter l'élément astronomique qui est la radiation du Soleil, qui vient par-dessus, qui fait la mécanique de la chimie. Donc ce qu'on a trouvé récemment, c'était des équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé dessus, c'est quand vous faites la chimie de ces éléments et puis que vous mettez la quantité juste de flux ultraviolets qui viennent de l'étoile, vous allez former les bases de la vie, donc les acides aminés. Par contre, si vous n'avez pas assez de lumière,
vous allez faire une autre chimie, mais qui n'est pas la chimie qui permet de créer ces éléments de la vie. Donc ça vous permet un test. Vous avez un élément de la théorie qui est testable, qui consiste à savoir est-ce que ces ingrédients existent sur les planètes, et les astronomes vont le mesurer. On va pouvoir mesurer s'il y a de l'eau sur une planète, on va pouvoir mesurer s'il y a du SO2. On peut le faire, c'est quelque chose qui est possible, peut-être pas facilement pour aujourd'hui, mais ça le sera, on aura les capacités de le faire. On peut comparer le flux qu'il y a sur ces planètes, et on peut essayer de comprendre la dynamique de la chimie qui se passe sur ces planètes. Alors ce qui est fascinant avec cette théorie, c'est qu'en plus de faire les 20 aminoacides, ce qu'on appelle la brique Lego, en fait, l'élément de base que vous formez, vous allez aussi former deux ingrédients qui sont absolument essentiels pour la vie, ce qu'on appelle les nucléotides, c'est-à-dire ce qui va être à la base du codage génétique. Évidemment, on ne va pas avoir un codage génétique aussi complexe qu'on a dans l'ADN, on aura des choses extrêmement primitives avec un taux de répétition qui sera relativement mauvais, avec beaucoup d'erreurs, mais qui vous permettra quand même d'évoluer. Et aussitôt que vous avez une chimie qui est quelque chose qui peut évoluer, vous perdez le contrôle sur la chimie et elle commence à vivre sa propre vie et vous faites du vivant. Donc c'est vraiment là l'idée, c'est de créer ces mécanismes. Et le troisième élément, c'est la boîte dans laquelle la chimie peut se passer. C'est tout ce qu'on appelle les lipides ou les phospholipides, c'est ce qui fait la membrane en fait, d'un système. Alors ce qui est fascinant maintenant, c'est que les travaux conjoints qui se font sur la base de la chimie, sur la base de l'étude de la géophysique, et sur la base des mesures que l'on fait des planètes, on arrive à former un ensemble cohérent qui est testable pour savoir est-ce qu'on peut former de la vie sur ces bases-là. Et évidemment de la vie qui serait à l'origine de la vie sur Terre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ces mesures dans des laboratoires, on a mesuré la quantité de flux, et on est arrivé à un diagramme un peu plus compliqué que la zone habitable que je vous ai montré avant. Là, vous retrouvez la zone habitable avec la période. Donc, vous avez la période des planètes, vous avez la température des étoiles. Le Soleil, il est là-haut. Et la zone habitable, elle se trouve au milieu. Donc, vous pouvez vous approcher, vous éloigner si l'étoile est plus chaude ou plus froide. Donc là, on a plusieurs objets qu'on connaît. Donc, actuellement, il y a une vingtaine de ces étoiles qui ont des planètes. Vous avez le nom des planètes ici. Un système très connu, c'est TRAPPIST, en l'occurrence, qui est un système extrêmement proche d'une étoile très froide. Alors, ce qu'on trouve ici, c'est qu'on se dit, non, mais en fait, si la lumière elle est plus faible que cette ligne-là, la chimie de la vie ne se passe pas, en tout cas pas comme on la comprend avec ce mécanisme. Alors là, vous trouvez devant une situation un peu conflictuelle, c'est-à-dire que pour avoir de la vie comme qu'on la comprend, vous devez être dans ces régimes-là de température, qui est le Soleil en fait, et vous devez être dans ces régimes-là de période, qui est exactement où se trouve la Terre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la théorie, elle marche avec la Terre, ce qui est bien, c'est un bon départ. On n'a pas encore tout montré, mais au moins elle montre que ça marche. Par contre, ce qu'elle nous dit, c'est quelque chose de très très intéressant. Elle nous dit qu'elle ne marche pas pour toutes les autres planètes qu'on trouve actuellement, parce que simplement les étoiles ne produisent pas assez d'énergie ultraviolet pour que ce mécanisme fonctionne. Alors là, vous avez deux solutions sur ce problème-là. Vous pouvez dire, bon, ok, ça ne marche pas, donc on n'a pas de vie, parce que vous faites l'hypothèse que vous devez absolument avoir ces ingrédients pour former la vie. Vous faites l'hypothèse implicite que la vie est exactement comme elle est maintenant. Ou alors, pouvez-vous dire, peut-être qu'on a juste un mécanisme qui est basé sur un ensemble de chimie qui s'applique strictement à une situation qui est liée à la chimie qu'on étudie maintenant. Mais peut-être qu'il y a d'autres mécanismes, c'est toujours de la chimie, mais ce n'est pas forcément les mêmes ingrédients, mais peut-être que ces ingrédients vont aussi faire une structure qui est capable d'avoir des briques de base, d'avoir des membranes et d'avoir un mécanisme qui permet de procéder à la communication génétique, donc en fait de faire évoluer. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant de se poser la question comme ça, parce que vous arrivez à la conclusion que la vie qui pourrait exister sur ces autres planètes, le fait qu'elle ne soit pas la même que nous ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas. Donc comment on va la trouver ? On n'en sait rien pour l'instant, mais simplement, on a déjà des éléments qui nous permettraient de jouer et de tester. Donc, d'où l'importance d'aller mesurer les compositions de ces atmosphères, les compositions de ces planètes, et d'essayer de les rapporter à certains mécanismes qu'on comprend sur Terre. Alors maintenant, vous me direz, ce qu'il faut faire après, c'est aller regarder dans d'autres zones du système solaire. Et vous aurez raison, sur Mars, parce que ça a dû se passer sur Mars aussi. Vous savez qu'il y a Mars 2020, qui va y aller, il va y avoir des échantillons, ils vont être ramenés probablement 10 ans plus tard, donc on aura des études spécifiques de la composition de plusieurs zones dans Mars, avec des zones dont on sait qu'il y a eu de l'eau, donc ça sera absolument fascinant. Vénus probablement était comme la Terre il y a 1 milliard d'années,
Peut-être qu'il y a des choses qui restent là-bas sur Vénus. Très difficile d'aller sur Vénus parce que quand vous mettez un instrument, au bout d'un moment, il fond à cause de l'acide. Mais il y a probablement des choses qui restent. Qui sait? Et puis, il y a d'autres endroits très, très intéressants. Vous vous trouvez sur Europa, autour des ces satellites des planètes géantes. Vous avez Enceladus, où vous avez aussi des possibilités d'avoir de l'eau, avoir une structure de type chimique qui existe. Vous voyez, on est vraiment au début d'une histoire qui est très compliquée, mais qui nécessite une créativité dans sa réalisation, en combinant un tout petit peu les différentes technologies, les différentes approches. Alors, je vais finir avec cette image qui, en fait, a plusieurs buts. Le premier but, c'est un ensemble de missions spatiales qui sont liées aux exoplanètes. Juste pour vous montrer que le domaine, la raison de ce prix Nobel, on le comprend, le domaine a parfaitement explosé. Maintenant, on a tous ces éléments d'instruments très sophistiqués, qui coûtent très cher, qui sont en place, ou pour certains qui vont être en place, pour aller justement avancer notre connaissance sur ces planètes. Le fait qu'il y a tous ces éléments et qu'il y a un ruban, ça montre aussi qu'il y a une continuité là-dedans. Donc on est amené à travailler sur des choses qui se sont faites avant, qui les prolongent et qui les améliorent. C'est quelque chose qui fonctionne en science. Donc là, c'était mentionné dans les discours, la continuité, la perpétuation du savoir, l'encouragement se procède ici dans la complexité de ces instruments qui sont là. Et la raison pour laquelle aussi j'aime bien ce diagramme, c'est qu'on a beaucoup d'ambition, vous voyez. Cet instrument ici, on appelle le New World Telescope. Ça veut dire qu'on est en train maintenant d'imaginer des missions spatiales, pas simplement qui vont détecter et mesurer la taille ou le spectre. On est vraiment en train d'explorer la complexité de ces systèmes et d'aller éventuellement détecter certains éléments de chimie de ces planètes. Puis la raison pour laquelle j'adore ce diagramme, c'est parce qu'il y a notre petit bébé suisse qui est Khéops, ici, qui est un satellite pour lequel l'Université de Genève est extrêmement impliquée, va avoir un rôle essentiel, l'Université de Berne, et puis beaucoup d'acteurs industriels suisses. C'est le premier satellite scientifique suisse. C'est le premier satellite qui va aller mesurer précisément la taille des planètes, qui est opéré par l'ESA. Il y a déjà eu un satellite avant, et les Américains l'ont fait. L'ESA ne l'avait pas encore fait. C'est Khéops. Et puis, c'est un satellite qui va nous occuper beaucoup ici, à Genève, avec l'équipe qu'il y a là, avec nos collègues de Berne, et puis beaucoup d'autres pays européens, parce que la recherche se fait de manière internationale. On a des Allemands, des Anglais, des Suédois, des Italiens, des Français, des Espagnols, des Belges, des Hongrois, j'espère que j'oublie personne, qui participent à ce satellite, et ça, quelque part, c'est la beauté de la science. Alors là, je vous laisse avec cette image que la science est merveilleuse, qu'on fait des choses merveilleuses, et puis qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter un dernier mot ce soir. Tout ceci a été possible avec l'aide du canton de Genève, de son université et du Fonds national de la recherche qui nous ont supportés financièrement depuis, et peut-être humainement, je ne sais pas, depuis fort longtemps. Et donc, en fait, je suis très content que ce soir, le prix a été aussi octroyé à l'Université de Genève et à son recteur. Merci.
Merci beaucoup, merci mille fois messieurs pour le temps que vous avez pris pour nous, malgré les sollicitations qui sont très nombreuses ces temps j'imagine. Donc merci beaucoup d'être venus nous parler ce soir. Prochain rendez-vous, Kéops, c'est ça, mardi. Vous voulez nous en dire juste 2 mots, peu avant 10 h? On lance mardi à 6 h du matin, heure de Kourou. Donc ici, c'est 10 h. Avant 10 h. Il y a un événement qui est prévu, même peut-être plus qu'un. Donc on croise les doigts pour que bientôt Kéops soit sur son orbite, à l'endroit où on veut qu'il soit. Et au mois de janvier, on ouvre le capot, en fait, en français, on dit ça comme ça. Et on va voir la première image. Et ça va être un grand moment de stress. On se réjouit beaucoup, en tout cas nous, pour mardi, même si vous êtes un peu stressé, mais je suis sûr que tout va très bien se passer. Une autre mise en orbite, qui peut être un peu plus compliquée, c'est demain, le CEVA, vous serez peut-être à bord dimanche pour tester ce réseau transfrontalier. Je vous souhaite une très bonne rentrée dans vos foyers et par avance un bon dimanche. Et merci beaucoup à Didier de Queloz, Michel Mayor, merci beaucoup.